Et si cet été, vous partiez vraiment l'esprit tranquille? Avec France Pay, quel que soit votre pays de résidence, ouvrez un compte 100% français, un RIB français, une carte bancaire française, et accédez aux avantages et services réservés normalement aux résidents. Et avec le compte Premium, bénéficiez en plus de l'option rapatriement vers votre pays de résidence ou en France. Parce que voyager sereinement, c'est aussi savoir qu'on est protégé. Cet été, réservez, dépensez, voyagez, sans contrainte, sans tracas. France Pay, la France dans le portefeuille. En direct de Genève. Bonjour et bienvenue sur lesfrançais.press. Dimanche dernier, les Suisses étaient appelés aux urnes pour répondre à plusieurs votations. Une partie des scrutins pouvait avoir de lourdes conséquences pour les Français de Suisse, à commencer par la plus médiatisée, Pas de Suisse à 10 millions, portée par l'UDC. Elle a été rejetée, tandis qu'une seconde réformant le service civil a été approuvée. Marc Ferracci, ancien ministre de l'Industrie et député des Français de Suisse, nous vous recevons pour décrypter ensemble les résultats de ces initiatives populaires. Bonjour Marc Ferracci. Bonjour. Et merci de nous accorder cette interview. Pour commencer, l'UDC, soit l'équivalent de Reconquête chez nous, avait mis au vote une proposition de loi limitant le nombre de résidents en Suisse à 10 millions. Ce texte s'appuyait sur un sentiment d'invasion incluant les Européens. Quelle est la place des expatriés et des frontaliers dans la société suisse pour commencer? Alors d'abord un mot pour me réjouir du résultat de ce vote, puisque le peuple suisse a repoussé cette initiative visant à limiter à 10 millions la population suisse. Je m'en réjouis parce que effectivement il y avait derrière ce vote, même si ça a été présenté comme une initiative à portée environnementale, l'idée de limiter l'artificialisation de la Suisse et l'engorgement des transports liés à une population trop grande, il y a effectivement une démarche qui est une démarche empreinte d'une certaine xénophobie, il faut le dire, compte tenu du parti qui a initié cette proposition. Donc moi, je suis content que les choses se soient déroulées ainsi. Je suis content parce que du point de vue des Français de Suisse, il y a d'abord un très grand attachement à l'idée d'une Suisse ouverte, et ouverte en particulier sur l'Europe. Quand je discute avec mes compatriotes en Suisse, ils sont très attachés à la relation entre la Suisse et l'Union européenne, évidemment très attachés à la relation bilatérale entre la France et la Suisse. Et de surcroît, ce qu'on pouvait attendre de cette proposition si elle avait été adoptée, eh bien, c'est que compte tenu des besoins économiques de la Suisse, dont on sait le marché du travail est très dynamique et les besoins en recrutement sont très forts, eh bien, le phénomène des frontaliers ne s'amplifie encore plus, puisque évidemment, si vous limitez l'immigration pour ne pas dépasser la jauge des 10 millions, eh bien, vous avez toujours des besoins économiques qui vous font faire appel à des frontaliers. Et de ce point de vue, étant donné qu'il y a déjà 200 000 frontaliers, même un peu plus, qui franchissent la frontière tous les jours dans une logique pendulaire pour aller travailler en Suisse, il y a également 200 000 Français, un petit peu plus même, qui sont établis en Suisse à demeure, eh bien, je pense que l'équilibre actuel est un équilibre qu'il ne faudrait pas trop bouleverser. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je pense que l'issue de la votation est plutôt une bonne nouvelle. Autre sujet, les passes d'armes sur le financement du chômage entre nos deux pays auxquels on a pu assister ces dernières semaines. Ne sont-elles pas finalement le symptôme d'une Suisse qui veut profiter d'une Europe à la carte ? Alors, je pense qu'il faut en tout cas que la Suisse résiste à cette tentation de l'Europe à la carte, ou de ce qu'on peut appeler en anglais, avec un anglicisme, le cherry picking, c'est-à-dire choisir un petit peu les sujets sur lesquels la Suisse veut collaborer avec l'Europe et les sujets sur lesquels elle ne le souhaite pas. S'agissant de l'assurance chômage, de quoi s'agit-il ? Les frontaliers qui habitent en France, dans les départements frontaliers des cantons suisses, eh bien, lorsqu'ils travaillent en Suisse, ils cotisent en Suisse. Mais lorsqu'ils passent au chômage, ils sont indemnisés par France Travail. Et ils sont sans que l'État français ne touche leur chômage, justement, et le montant de leur cotisation. Il n'y a pas de compensation, effectivement. Si, il y a une compensation, mais elle est très insuffisante par rapport à ce que coûte effectivement l'indemnisation du chômage. On évalue que le différentiel, c'est-à-dire la perte pour la France liée à ce phénomène de cotisation en Suisse, indemnisation en France, est de l'ordre de 600 millions d'euros par an. Donc on voit que ça n'est pas une paille. Et il y a ici un enjeu de justice, d'équité. Il est quand même assez aisé de comprendre que lorsque l'on cotise dans un pays, eh bien, on doit s'ouvrir des droits dans le système d'assurance chômage et auprès du service public de l'emploi de ce pays. Et c'est justement ce qu'un règlement européen a décidé, qui a été adopté il y a quelque temps. Alors vous allez me dire, la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, mais la Suisse adhère
de son propre gré, à un certain nombre de règlements, et en particulier à ce règlement qui organise la portabilité des droits sociaux. Alors la Suisse n'a pas encore adhéré à ce règlement. Effectivement, nos amis suisses nous ont fait part d'un petit peu d'agacement quand même sur cette dynamique. Mais il faut bien voir que ces règles de l'assurance chômage qui sont très favorables aux frontaliers alimente aussi le flux des travailleurs frontaliers qui partent de la France pour aller jusqu'en Suisse. Et ça, c'est quelque chose qui est problématique pour les entreprises françaises qui sont de l'autre côté de la frontière et qui peinent à recruter. Donc on a besoin d'équilibre, on a besoin de dialogue, et j'espère que les prochaines semaines et les prochains mois vont permettre de trouver des solutions dans le dialogue, justement. Les entreprises, également le service public français, on pourrait parler de la santé ou des métiers administratifs qui ne trouvent pas preneur parce que effectivement les soignants préfèrent aller bosser en Suisse. Je refais le lien avec cette votation. Pour les experts, la cible de l'UDC avec cette votation à 10 millions, c'était surtout à travers une question simple et à fort potentiel émotionnel de bloquer le processus de ratification des accords avec l'UE prévu en 2027. En quoi les relations entre les États européens et la Suisse seraient modifiées? Quel impact pour nos compatriotes? Ça, c'est effectivement une question majeure. Cette question qui a été soulevée par la votation à 10 millions d'euros, à 10 millions d'euros, excusez-moi, à 10 millions d'habitants, mais c'est une question à 1 000 euros et même à plus que 1 000 euros parce que derrière cette question-là, il y a au fond la question de la relation plus globale de la Suisse avec l'Union européenne. Si vous arrêtez la jauge à 10 millions d'habitants, ça signifie que le principe de la libre circulation s'arrête. Or, la Suisse est aujourd'hui un pays dans lequel les Européens peuvent venir travailler. Et de ce point de vue, si ce principe devait être remis en question, beaucoup d'autres conventions bilatérales sur un certain nombre de sujets, ça peut être les questions de recherche, ça peut être les questions liées au marché de l'énergie. Vous savez que la Suisse est dépendante pour une partie de sa consommation énergétique des importations d'électricité, notamment d'électricité française. Bref, il y a beaucoup de sujets sur lesquels la coopération existe, elle se traduit par des accords entre la Suisse et l'Union européenne. Ces accords seraient remis en question si le principe même de la libre circulation était remis en question. Et comme ces accords ont fait l'objet d'une renégociation récemment et vont faire l'objet de votations récemment, il y avait effectivement une démarche politique visant à s'aborder, je pense, la relation entre la Suisse et l'Union européenne. Et c'est également pour cette raison que je me félicite de l'issue de la votation. Donc ce n'est pas le scénario le plus probable, mais si en 2027 les Suisses rejettent ces nouveaux accords, quels sont les scénarios envisagés? Vous nous avez touché un petit mot, mais il y a quelque chose qui me titille l'esprit, c'est le système de santé suisse qui dépend énormément du personnel français. On le voit pendant le G7 avec des frontières qui sont fermées, des salariés qui sont en congé, mais entre guillemets une espèce de priorité pour les soignants français qui vont faire tenir le système de santé suisse. Ça pourrait faire partie de ces choses qui complexifieraient le fonctionnement suisse? Ce sont des éléments que les citoyens suisses doivent avoir en tête au moment d'exprimer leur vote. Moi, je ne vais pas évidemment me prononcer ni me projeter dans ce que sera l'issue de ces votations sur les accords entre la Suisse et l'Union européenne, sur un grand nombre de sujets, comme je l'ai dit. Mais effectivement, il y aurait des conséquences. Il y aurait des conséquences qui, du point de vue de l'opérationnalité d'un certain nombre de services, publics ou privés, mais notamment les services de santé, pourraient effectivement avoir des conséquences dommageables. Donc nous n'en sommes pas là. Moi j'espère, parce que je suis un partisan et dans ma feuille de route de député des Français de Suisse, il y a l'idée d'améliorer la relation entre la Suisse et la France, de la consolider, mais aussi d'améliorer la relation entre la Suisse et l'Union européenne, car les deux sont liés. Et donc j'espère que l'ensemble des éléments qui sont aujourd'hui liés à ces votations seront pris en compte, et notamment ces difficultés liées au travail transfrontalier. Oui, les notions et les besoins de coopération sont multiples et sur plein de sujets. On pourrait parler de la scolarisation des enfants de part et d'autre de la frontière, les enfants habitant en France et étant scolarisés en Suisse. On pourrait parler des déchets inertes également ou encore de certaines compensations financières sur la formation de ces personnels soignants. On y reviendra peut-être prochainement dans une prochaine interview. Marc Ferracci, je voulais vous parler du service civil également, puisque c'était l'autre texte soumis au suffrage des Suisses ce week-end. Il a été adopté ainsi que la loi qui va ramener le nombre d'admissions à environ
environ 4000 par an. Le volume de personnes quittant l'armée pour le service civil après avoir accompli leur service militaire sera donc réduit. D'ailleurs, cette pratique était souvent perçue comme un moyen d'échapper aux sessions d'entraînement annuelles et aux exercices de tir obligatoires pendant 9 ans. Alors que les Suisses imposent désormais le service militaire aussi aux binationaux, c'est une nouvelle porte qui se referme. Parmi nos compatriotes disposant de la nationalité suisse, ils sont nombreux à afficher une préférence pour la France et refusent de servir sous les drapeaux helvètes. L'inquiétude de subir cette nouvelle disposition pourrait émerger chez eux. Que leur dites-vous à ces binationaux, Marc Ferracci ? Je comprends tout à fait cette inquiétude. Avant la votation sur le service civil, j'ai été interpellé par une partie de la communauté française, et je le suis d'ailleurs toujours, sur la question du service militaire. Vous savez qu'il y a un service militaire en Suisse auquel des ressortissants étrangers, mais binationaux, peuvent échapper s'ils réalisent le service militaire dans leur propre pays. Alors en France, il n'y a plus le service militaire, mais il y a la journée de défense citoyenne. Cette journée, qui n'est évidemment pas équivalente en termes de durée et en termes de contenu au service militaire en Suisse, est remise en question comme une équivalence par une initiative qui a été lancée par le parlementaire M. Mauro Poggia de Genève. Et donc j'ai été interpellé sur ce sujet. J'ai eu l'occasion de rencontrer M. Poggia pour évoquer les inquiétudes et les préoccupations de la communauté française à cet égard. Et effectivement, avec le service civil, eh bien, on va dire qu'il y a un risque que la pression et la contrainte se renforcent. Donc nous allons continuer à mon niveau et avec les services de l'ambassade à essayer de trouver des voies de passage dans le dialogue pour faire en sorte que l'adaptation à cette nouvelle configuration institutionnelle se fasse de manière progressive et apaisée. Et puis une question plus générale, Marc Ferracci, sur ces fameuses votations. Il y en avait d'autres. Ce week-end, il y en a régulièrement en Suisse. Ce week-end, il y avait par exemple inscrire dans la Constitution un salaire minimum, mais aussi des initiatives cantonales. En tout, plus de 20 questions différentes ont été posées selon le lieu de résidence. Parmi nos compatriotes de l'Hexagone, et surtout de l'autre côté de la frontière, une frange de citoyens regarde souvent avec gourmandise cette démocratie directe. Pour vous, est-ce que c'est un modèle à importer en France ? Et pourquoi ? Je dis cela parce que dès qu'il y a un problème en Haute-Savoie, on dit traditionnellement il faudrait faire des votations comme en Suisse. Bonne idée ou fausse bonne idée ? Je comprends que le système suisse attire et suscite l'intérêt. J'ai eu souvent l'occasion de dire que cette démocratie participative, cette démocratie directe pouvait être une source d'inspiration pour la France. Je ne dirais pas un modèle à importer parce que nous avons nos spécificités culturelles, institutionnelles, parce qu'il y a une forme de culture de la démocratie directe en Suisse qu'on ne retrouve pas encore en France. Mais pour être concret, moi j'ai porté une proposition consistant à s'inspirer du système suisse pour rendre les référendums locaux qui existent en France, mais qui n'ont de valeur que consultative, bien pour les rendre ces référendums décisionnels. Uniquement à l'échelle locale, parce que je pense que faire des votations de manière très régulière à l'échelle nationale, ça suppose une culture qui n'est pas encore complètement acquise en France, et je pense que ça prendra un petit peu de temps de basculer dans une culture du référendum. On sait qu'en France, les référendums sont souvent des questions auxquelles les électeurs répondent en sanctionnant celui qui a posé la question, souvent le président de la République. C'est une tradition gaulliste. Peut-être, exactement. Donc je pense que c'est une source d'inspiration et il faut prendre ce qu'il y a de bon à prendre chez nos voisins. Et vous savez que la France et la Suisse sont plus que des voisins, pour reprendre l'expression consacrée. Et je pense qu'on pourrait commencer au niveau local, en donnant plus de force aux référendums locaux et en les rendant juridiquement opposables aux autorités exécutives quand ils font l'objet d'une votation positive. Alors certains le sont quand il y a plus de 50% de participation, mais là on arrive dans un débat qui est assez technique et vous avez raison, le parallèle peut pas s'appliquer tout à fait puisque un gros nombre de compétences sont décentralisées en Suisse et sont laissées aux différents cantons. C'est la fin de cette interview. Merci Marc Ferracci de nous avoir répondu sur ces différents points d'actualité. À très très bientôt sur lesfrançais.press. En direct de Genève.